Nettoyer l'espace, le sujet n'est pas nouveau, mais les technologies, elles sont en cours d'élaboration. Pourquoi, comment et avec quels moyens économiques débarrasserons-nous l'espace de ces satellites artificiels devenus obsolètes? On fait le point avec nos invités. En plateau, à ma droite, Christophe Bonal. Bonjour Christophe. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Vous Merci. êtes expert au CNES et spécialiste du sujet des débris spatiaux. Et puis nous avons aussi avec nous à distance Luc Piguet, directeur et cofondateur de ClearSpace, qui fabrique une technologie disruptive pour capturer des débris dans l'espace. Et vous êtes aussi, avec ClearSpace, lauréat des Odo BHF Young Entrepreneurs Award, dont Bismart est partenaire. Bienvenue Luc Piguet dans cette émission. Bonjour, merci. Alors, c'est votre entreprise qui a été sélectionnée, Luc, par l'ESA pour effectuer une mission test de capture de débris dans l'espace, qui porte donc le même nom que votre entreprise puisqu'elle s'appelle ClearSpace One. C'est quoi précisément cette mission ? Alors, l'objectif de la mission, c'est d'aller chercher un objet qui appartient à l'Agence spatiale européenne en orbite, qui n'est pas contrôlable. Donc, c'est un morceau, si on veut, du lanceur Vega. C'est un morceau de fusée qui est en orbite depuis quelques années déjà. Et l'objectif vraiment, c'est tout d'abord de démontrer toute la chaîne de valeur d'un désorbitages d'un débris spatial et d'adresser tous les problèmes fondamentaux qu'il faut adresser, qu'ils soient techniques, opérationnels ou aussi juridiques derrière ce genre de mission, parce que c'est évident que pour le futur, il faudra qu'on soit capable de faire ce genre d'opération. En quoi ça consiste ? On va vraiment attraper un débris. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot aussi, Christophe, de cette mission. Oui, je vais laisser Luc. Alors Luc, allez-y, décrivez-nous cette mission, s'il vous plaît, parce que c'est assez impressionnant pour le grand public en réalité. Voilà, donc en fait, ce qu'on développe, c'est un espèce de drone spatial. C'est un satellite avec beaucoup de propulsion à bord et des systèmes robotiques qui permettent en fait d'attraper l'objet en orbite. La difficulté, c'est qu'évidemment, ces objets, pour être en orbite, vont très vite. Ils vont à 28 000 km/h. Ce qui leur permet de rester en orbite. Et il faut aller rejoindre cet objet, faire un rendez-vous avec. Donc on va s'approcher sur la même orbite de l'objet, comme ce qu'on voit à l'image maintenant. On va s'approcher lentement, puis on va effectuer une capture de l'objet en orbite. Il y a tout qui est en train de flotter. C'est un tout petit peu comme faire du service pour une voiture le long de l'autoroute, seulement que la voiture, elle se déplace à 28 000 km/h dans le vide de l'espace, sans friction, en microgravité, où tout flotte. Donc l'exercice de capture est évidemment assez difficile à réaliser. Une fois que la capture est faite, donc c'est une fois qu'on a pu attraper l'objet en orbite, on va le stabiliser, puis le ralentir pour le faire rentrer dans l'atmosphère terrestre en dessous du point Nemo sur le Pacifique Sud. Donc pour démontrer ce qui s'appelle une rentrée contrôlée, où on entre particulièrement dans le sud du Pacifique parce qu'il n'y a pas de transport aérien ou d'infrastructure au sol qui pourrait être endommagé par un objet s'il atteint l'écorce terrestre. Le point Nemo, c'est le cimetière des satellites et des débris spatiaux. Alors quand même une précision sur votre mission, elle a été un tout petit peu perturbée puisqu'il y a quelques semaines, je crois, votre satellite cible est entré lui-même en collision avec un autre débris satellitaire. Alors qu'est-ce que ça change pour vous ? Alors aujourd'hui, le contrat qu'on a n'a pas changé. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, évidemment, c'est d'évaluer l'impact que cette collision a eu sur l'objet qu'on va chercher. Il semble qu'il est en grande partie entier. Il a l'air d'avoir perdu un certain nombre de flakes ou de parties, mais il semble être entier. Donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est évidemment évaluer quelle est sa pose, comment il bouge, est-ce qu'il est parti en rotation, quelle est son attitude, et puis déterminer quels sont les risques de mission. Donc il y a plusieurs possibilités. La première, c'est qu'on maintienne le même objet et qu'on démontre la capture de cet objet-là. Il y a d'autres possibilités qui seraient d'attraper un autre objet pour démontrer toute la chaîne de valeur. Mais on est encore dans une phase où on analyse l'impact de cette collision. Une chose est sûre, c'est que ce genre de collision démontre à quel point c'est important d'éliminer les objets d'orbite. On ne peut pas les laisser là-haut parce qu'il y a des risques de fragmentation qui génèrent des plus petits objets qu'on n'est en fait pas capable de traquer sur le long terme et qui présentent des risques majeurs pour d'autres missions. On y vient à ces risques que ça représente. Christophe, là, par exemple, on parle d'un objet qui s'appelle Vespa, qui faisait 113 kilos. On ne sait pas encore aujourd'hui si c'est toujours le cas. Qu'est-ce que c'est tout ça à l'échelle du spatial, à l'échelle de l'espace et de la Terre et de l'orbite terrestre ? Qu'est-ce que ça représente et quel
danger véritablement, finalement, ça représente? Bizarrement, il n'y a pas grand-chose là-haut. On considère donc qu'il y a à peu près 36 000 objets de la taille du poing. Mais l'espace est infiniment vide. Je m'étais amusé à calculer que le volume occupé par les débris, par les objets spatiaux, rapporté au volume des orbites basses, c'est le même que 2 bouteilles de Coca-Cola perdues dans la Méditerranée. Donc si vous voulez, c'est vide complètement, avec trois problèmes. Trois problèmes. Premièrement, donc, c'est des petits shrapnels qui représentent au total 10 000 tonnes, c'est un peu plus que la masse de la Tour Eiffel, éparpillés un peu partout et qui ont comme particularité, comme l'a dit Luc, d'aller très vite, 30 000 km/h. Secondo, pendant très longtemps. Un objet à 800 km, comme le Vespa, là, par exemple, il est là-haut pour 200 ans. Donc, je vous laisse faire le calcul. 200 ans fois 30 000 km/h, ça fait énormément de distance. Ça fait que, du coup, la probabilité de faire une mauvaise rencontre, la probabilité d'avoir une collision devient très élevée. C'est assez paradoxal. Il n'y a pas grand-chose, mais par contre, il présente un risque de collision. Et le troisième truc, c'est quand il y a une collision, alors il y a régénération de nouveaux débris. C'est exactement le cas qui est arrivé avec Vespa, là où il a dû être impacté par un objet relativement petit, puisqu'on ne l'a pas vu arriver, donc il n'était pas catalogué, donc il est plus petit que 10 cm, et il a régénéré, je crois, Luc, tu me corriges, mais 7 ou 11 nouveaux débris, catalogués, donc des débris significatifs. Donc il y a cette notion de réaction en chaîne. Évidemment, un objet en génère 10, ou un objet peut en générer 1000 quand on explose un gros satellite, et qui eux-mêmes ne demandent qu'à régénérer. Et c'est ça qu'il faut impérativement arrêter. Alors, c'est une maraude qui dure depuis longtemps, en réalité, nettoyer l'espace chez l'Agence spatiale française. On travaille dessus depuis très longtemps, trop longtemps. Le problème, c'est, si vous voulez, il y a plusieurs problèmes là-dedans. Le premier problème est technique. Ça, Luc en a bien parlé. Il s'agit d'aller capturer, dans notre jargon, un objet non coopératif. Alors, non coopératif, c'est-à-dire, il ne dit pas où il est. Donc il faut se débrouiller par nous-mêmes pour le trouver. On va en parler. On ne sait pas s'il est noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir, parce que est-ce qu'il a changé de couleur, etc. Potentiellement, il est en train de tourner sur lui-même. On ne sait pas comment l'attraper. Il n'y a pas une belle poignée, etc. Et ça, c'est vraiment ça, toute la complexité de la manip de ClearSpace, c'est vraiment démontrer la chaîne de faisabilité là-dessus. Ça, c'est fondamental. Par contre, on a confiance, on pense réellement qu'on peut y arriver. Après, il y a des problèmes juridiques. Vous n'avez le droit de toucher un objet que s'il est à vous. Or, aujourd'hui, 97,5% des débris en orbite basse sont américains, russes ou chinois. Donc c'est bien beau, si l'Europe va nettoyer sa part du marché, mais il faut que le reste... Comme d'habitude, on est exemplaire, volontaire, un peu arrogant, mais bon, on est... On n'a pas de projet similaire côté Russie alors, ou Amérique? Alors, Russie, le truc qu'ils disent généralement, c'est qu'ils n'ont pas de débris. Parce que les débris, ils sont de l'Union soviétique. D'accord. Voilà. Et secondo, ils se servent de ces objets pour calibrer leur télescope et leur radar. D'accord. Donc, ils ont une fonction, donc ce n'est pas des débris. Et si vous voulez, là, les discussions sont difficiles. Néanmoins, sans rigoler, on a abordé avec eux depuis très longtemps, on a d'excellents collègues qui maintenant malheureusement sont bloqués, mais avec qui on a travaillé sur ces histoires d'active débris removal, et qui disent, vous en faites pas, on sait le faire, il suffit de nous payer. Évidemment. La question du financement, on va y revenir, mais comment vous faites, par exemple, Luc Piguet, chez ClearSpace, pour les identifier, ces débris, depuis la Terre? Ça, c'est un vrai sujet en développement. Alors pour les objets qui sont traçables, d'ailleurs pour juste rebondir sur le point de Christophe, une collision génère un certain nombre de débris qui sont visibles depuis le sol, qu'on peut traquer avec des radars ou suivre avec des radars, observer avec des radars. Il y a un grand nombre de débris qui sont juste invisibles. Donc une grande partie de la problématique est en fait cachée, on ne la voit pas en réalité, ce qui s'est passé avec la collision de Vespa. Donc il existe des catalogues aujourd'hui, il y a plusieurs catalogues différents, il y a évidemment les Américains qui ont un catalogue qui est public, mais il y a d'autres sources d'informations, et après des observations au radar ou des observations avec des télescopes permettent de voir les objets de plus grande taille et permettent d'avoir une position relativement précise de où se trouve un objet, suffisamment précise pour qu'après on puisse aller le trouver. Ça nous permet de déterminer finalement les plans de mission pour s'assurer qu'on puisse faire le rendez-vous avec l'objet,
et après de démarrer une opération de recherche dans l'espace, si on veut, quand on est suffisamment proche de l'objet pour le trouver et passer en navigation qu'on appelle relative. C'est-à-dire qu'on commence, on navigue d'abord de façon absolue par rapport au référentiel terrestre, et après on bascule sur une navigation qui se fait par rapport à l'objet qu'on voit dans l'espace, où finalement le robot nettoyeur ou la dépanneuse opère de façon à peu près autonome pour sa navigation. Christophe. Mais pour répondre un peu plus précisément à votre question, Cécilia, c'est quand on voit un objet dans l'espace, quand on repère un objet dans l'espace, il n'y a aucun moyen depuis le sol de savoir ce que c'est. Le seul moyen dont on dispose, c'est de l'avoir suivi depuis le premier jour où on l'a lancé. C'est le cas, par exemple, de Vespa. Vespa, c'était le lancement, je ne sais plus, en 2011 ou 2013, où là, dès le début, on a traqué l'objet. Donc, on le suit de façon permanente, on l'a suivi de façon permanente pendant ces 11, 12, 13 ans. Donc, on sait que c'est lui. Mais par contre, si on découvrait un nouvel, ça arrive malheureusement très souvent, si on découvre un nouvel objet dans l'espace, à moins qu'il soit très très gros, et puis là, bon, mais un objet de taille raisonnable, on n'a aucune idée de ce que c'est, à qui il appartient, et on n'a pas moyen de le savoir tant qu'on n'est pas allé voir sur place. Donc il y a une notion de mission, d'observation à l'avenir qui est très importante. C'est là où la législation perd son sens, puisque si on ne sait pas à qui il est parti, on peut peut-être être libre d'intervenir ou pas, ça dépend comment on voit la situation. En tout cas, il y a un écosystème qui se développe aujourd'hui pour répondre à ce besoin de cartographier les débris spatiaux, des startups et peut-être des industriels aussi. C'est très important. Au niveau de tous les sujets de débris, prolifération de débris, ou plus généralement préservation de l'espace, le bœuf à bas, c'est vraiment savoir ce qu'on a au-dessus de nos têtes et réellement être capable de le voir. Et ça, donc c'est tout le sujet qu'on appelle SST, Space Surveillance and Tracking. Oui. En français, espace, surveillance et suivi, quoi, okay, qui est la collection de tous les radars, télescopes, un peu de laser maintenant, quelquefois des satellites dédiés, et qui permettent de faire un catalogue, le catalogue dont parlait Luc, un catalogue avec tous les objets, avec leurs orbites précises. Et l'un des inconvénients qu'on a aujourd'hui, c'est ces objets-là, en général, on ne sait pas trop bien où ils sont. C'est-à-dire, on arrive à dire il est là à plus ou moins 100 mètres près. On a besoin de réduire le champ de précision. Et si vous voulez, quand vous avez un risque de collision entre deux objets qui font, je sais pas, 2 mètres, et on sait où ils sont, mais chacun à 100 mètres près, ça ne marche pas. Ouais, donc la priorité aujourd'hui, fondamentale, c'est réduire ça, améliorer nos connaissances. Et ça se fait aussi bien au niveau des réseaux nationaux, institutionnels, comme EUSST, European Union SST, que des startups. Des startups comme Share My Space ou Look Up Space. Et ça, là, il y a côté business, parce qu'on peut s'en dire un mot, parce que de toute façon, il n'y a pas de solution technologique sans un marché économique derrière. Il faut bien payer cette évolution et les agences ne peuvent pas porter à elles seules ce coût-là. Là, c'est fondamental de comprendre que chaque personne qui vient avec des mesures de qualité, il y a un business là-dedans. Si vous avez un jardin, si vous avez la place dans votre jardin, collez-y un télescope. Et puis vous nous vendez les données que vous voyez. Alors évidemment, il faudra respecter un certain nombre de gages de qualité et autres, mais on a toujours besoin d'avoir plus d'informations. Et ça, c'est très important. C'est pour ça les startups dont je parlais, elles ont un avenir florissant, c'est évident. C'est le cas aussi, c'est votre vision, j'imagine, chez ClearSpace. Alors là, pour le coup, vous avez bénéficié d'une commande publique, mais l'objectif, c'est quoi dans votre développement économique? Est-ce que vous croyez que vous pourrez déployer vos solutions peut-être à d'autres institutions, voire à des acteurs privés? Parce que tout le monde a besoin de protéger l'espace aujourd'hui. Oui, donc il faut comprendre une chose. C'est tout d'abord le désorbitage de débris, c'est juste un service en orbite. C'est un peu comme dire, le dépannage routier, ça peut être que de sortir une voiture de l'autoroute. Avec du dépannage routier, on peut intervenir sur place, on peut faire tout un tas d'autres choses qui tout ont de la valeur. Ce que nous on pense, c'est tout d'abord que l'environnement spatial va changer de façon assez substantielle. Il va d'abord basculer de plus en plus vers un centre de profit, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'argent qui sera fait en orbite basse. Un autre élément, c'est que c'est un environnement qui est très visible, qui a beaucoup de traction. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les opérateurs ou les acteurs dans un environnement orbital ne pourront pas se permettre dans le futur d'opérer de façon non responsable. Donc finalement tous les indicateurs pointent dans la bonne direction vers un environnement où ce sera simplement naturel d'avoir des dépanneuses en orbite. Donc nous, c'est le pari quelque part qu'on fait, c'est le fait que dans quelques années, on ne pourra pas vivre sans une dépanneuse, sans une capacité d'intervention. La question après, c'est qu'évidemment, c'est un marché émergent qui n'existe pas encore. Et comme tous les marchés émergents, il y a une courbe d'adoption.
Donc la question, c'est qui seront les premiers, qui seront les pionniers. Et aujourd'hui, les pionniers, c'est l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale anglaise, c'est la Space Force qui commence à travailler sur le sujet. Probablement dans les prochaines années, la NASA va faire des projets aussi. JAXA travaille sur des projets pionniers. Et après ça, on aura des early adopters, les clients les plus innovants ou ceux qui prennent le plus de risques et sont payés un peu plus. Et on se trouvera probablement avec des clients dans la défense ou dans certains opérateurs qui ont des gros satellites qui veulent réallouer du propégol pour pouvoir étendre la vie de leurs satellites, par exemple. Donc il y a tout un tas de cas de business initiaux qui vont petit à petit faire émerger ce marché. Ça coûte. Mais on est un tout petit peu dans la même situation. Oui. Combien ça coûte? Parce que là, par exemple, on parle d'un débris de 100 kilos. Combien ça va nous coûter? Est-ce que ça va être viable pour les acteurs d'envoyer dans l'espace une solution comme celle que vous proposez pour un débris satellitaire? Et vous pourrez aussi réagir, Christophe. Voilà, donc si je peux donner un peu la perception, évidemment, la première mission qu'on a, il est de l'ordre de 100 millions d'euros. Et cette première mission, ce qu'elle fait essentiellement, c'est retirer des coûts d'ingénierie non récurrents. Ça veut dire qu'on a besoin de développer toute une série de nouvelles technologies, de capacités, de savoir-faire pour pouvoir exécuter ce genre de mission. L'objectif, évidemment, c'est que ces coûts se réduisent dans le temps. Maintenant, ça dépend beaucoup du type d'opération. Si par exemple, je prends un exemple, un satellite qui a un coût total de 500 millions, qui opère durant 5 ans en orbite, et puis qui a besoin d'utiliser une grande quantité de propégol pour faire un désorbitage contrôlé, peut utiliser ce genre de service et peut-être payer 70, 70 ou 80 millions pour un désorbitage, ce qui lui permet d'étendre sa vie de 5 années de plus. Il y a une équation financière qui peut fonctionner dans ces cas-là. Mais l'objectif, évidemment, c'est que ces services deviennent beaucoup plus abordables dans le futur et qu'un serviceur puisse en fait faire plusieurs opérations d'affilée avec un seul investissement de lancement et un seul investissement de plateforme, par exemple. Je crois qu'il est fondamental de comprendre que ce que fait ClearSpace aujourd'hui, et ce que décrit Luc, c'est vraiment, il défriche le terrain, il découvre, c'est des découvreurs, il coche les cases, oui, je sais faire un rendez-vous, oui, je sais maîtriser, etc. Et si vous voulez, l'image qu'on lit, malheureusement, de temps en temps, voilà, ils ont dépensé 80 € pour aller chercher un petit objet, c'est archi faux. Hein. C'est bien sûr pas ça qu'il faut retenir. On n'y va pas pour désorbiter cet objet-là, voilà, qui est même pas particulièrement plus dangereux que les autres. On y va pour être capable de désorbiter les autres à moindre coût. C'est toute la démonstration. Et là, je shortcut peut-être ce que va dire Luc plus tard, mais ils ont déjà dans leur carton des missions où ils vont chercher plusieurs débris. Vous voyez, donc, mais il faut vraiment d'abord avoir démontré cet enabler, ce truc. Je sais le faire. Et ça, pour le moment, personne ne l'a jamais fait. Il y a eu des démonstrations partielles, mais qui étaient je lâche un CubeSat et je démontre que je suis capable de le rattraper. Bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas ça. Hein, pour conclure, Luc Piguet, quand pourrons-nous voir cet essai dans l'espace? Alors, l'objectif qu'on a à l'heure actuelle, c'est un vol en fin 2026. C'est quand même une grosse plateforme, hein, c'est pas un CubeSat qu'on est en train de lancer. Il fait plus de 700 kilos. Donc, c'est une grosse plateforme. C'est une plateforme relativement complexe parce que la propulsion est particulièrement complexe, la navigation aussi, la robotique aussi. Donc, il y a tout un tas de développements qui ont besoin d'être faits, sur lesquels on travaille à pleine vitesse aujourd'hui pour faire avancer cette mission. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est fin 2026. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps d'échanger et puis d'informer le public, c'est important, sur l'importance de s'occuper, de prendre en main ce sujet des débris spatiaux. Christophe Bonnat, je rappelle que vous êtes expert au CNES et spécialiste, notamment auteur de livres sur les débris spatiaux. Merci de nous inviter pour démontrer cette urgence. Merci beaucoup. Luc Piguet, merci d'avoir pris le temps de répondre à notre appel. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la société ClearSpace. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart, à la production Lily Zalkind.